Dans cette vidéo, nous allons aborder les mécanismes des hypoxémies. Ces mécanismes sont au nombre de 4. Dans un cas, l'hypoventilation alvéolaire, l'échangeur respiratoire fonctionne normalement et dans les 3 autres cas, troubles de diffusion, hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion et shunt, l'échangeur pulmonaire fonctionne anormalement. Nous réécrivons les 2 formules de VO2 et de VCO2 en fonction de la ventilation efficace, c'est-à-dire la ventilation alvéolaire. En situation métabolique stable, VO2 et VCO2 sont constantes. Si l'on diminue la ventilation, hypoventilation, les 2 formules nous disent que cela créera une diminution des fractions alvéolaires en oxygène et en gaz carbonique. Les pressions artérielles étant équilibrées avec ces fractions alvéolaires, il en résulte une hypoxémie et une hypercapnie. On voit aisément, d'après l'équation de VCO2, qu'un métabolisme constant, hypercapnie égale hypoventilation alvéolaire et hypocapnie égale hyperventilation alvéolaire. Nous abordons maintenant les mécanismes avec anomalie de l'échangeur respiratoire. L'hypoxémie par trouble de diffusion est liée à un défaut d'équilibre entre P grand AO2 et la pression capillaire pulmonaire en oxygène. Sur l'axe des Y, c'est pression en oxygène, et sur l'axe des X, le temps de transit du sang dans le capillaire pulmonaire. En situation normale, l'équilibre des pressions est obtenu au repos dès le premier tiers du passage dans le capillaire. Il reste une réserve de diffusion qui sera utilisée lorsque ce temps de transit diminue, c'est-à-dire lors de l'augmentation du débit cardiaque à l'exercice. Chez le sujet normal, on voit que de diminuer par 3 le temps de transit ou augmenter par 3 le débit cardiaque s'associe avec un équilibre des pressions. En cas d'anomalie de la diffusion, l'équilibre des pressions se fera plus tard avec hypoxémie uniquement à l'effort au stade initial, puis hypoxémie permanente. Les mécanismes conduisant à une hypoxémie par diffusion sont liés à une augmentation d'épaisseur ou une diminution de surface de la barrière alvéolo-capillaire justifiée par la loi de Fick, ou encore une diminution de volume capillaire pulmonaire, diminution de transfert. L'hypoxémie sera associée à une hypocapnie en situation aiguë ou une normocapnie en situation chronique, car il n'y a pas d'obstacle diffusionnel pour le gaz carbonique, dont la conductance est 20 fois supérieure à celle de l'oxygène. Le mécanisme de loin le plus fréquent des hypoxémies est lié à l'hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion ou hypoxémie par effet shunt. On a ici l'exemple d'un poumon très hétérogène avec au milieu un territoire normalement perfusé et ventilé. La P grand AO2 est donc normale à 100 mm de mercure. La pression issue de ce capillaire est similaire. À gauche, un territoire avec une obstruction bronchique partielle conduisant à un territoire à bas rapport ventilation-perfusion ou effet shunt. Ce territoire est donc hypoventilé, la P grand AO2 est donc diminuée et la P grand ACO2 est donc augmentée. Le sang capillaire issu de ce territoire a des pressions similaires. Enfin, à droite, un territoire avec une obstruction vasculaire partielle conduisant à un territoire à haut rapport ventilation-perfusion ou effet espace-mort. Ce territoire est hyperventilé, donc la P grand AO2 est donc augmentée, la P grand ACO2 est donc diminuée. Le sang capillaire issu de ce territoire a des pressions similaires. La question est maintenant de comprendre l'effet global de cette hétérogénéité sur le sang artériel issu des 3 territoires capillaires mélangés. Si l'on regarde les pressions des gaz, on pourrait penser que le territoire à haut rapport ventilation-perfusion va compenser l'effet du territoire à bas rapport ventilation-perfusion. Mais la relation liant la pression d'oxygène et la concentration en oxygène n'est pas linéaire. Ainsi,
Le territoire à bas rapport ventilation-perfusion, effet Shunt, va faire chuter de façon importante la concentration en oxygène, alors que le territoire à haut rapport ventilation-perfusion va peu augmenter la concentration. La concentration en oxygène résultant du mélange de ces trois territoires sera abaissée. Donc la pression partielle en oxygène résultante sera abaissée, donc il y aura une hypoxémie du fait de l'effet Shunt. On mélange des concentrations et non des pressions. L'effet de cette hétérogénéité va être de créer une hypoxémie. Nous allons maintenant voir l'effet sur la P petit a CO2. Dans la zone physiologique, la relation entre PCO2 et concentration en CO2 est linéaire. Ainsi, le territoire à haut rapport compensera largement l'effet du territoire à bas rapport ventilation-perfusion. Il n'y aura donc pas d'hypercapnie, normocapnie en situation chronique et hypocapnie en situation aiguë, du fait de l'augmentation de ventilation alvéolaire secondaire à l'hypoxémie. Le dernier mécanisme d'hypoxémie est le shunt vrai, c'est-à-dire un territoire perfusé mais non ventilé. Le shunt est un court-circuit. Sur cette diapositive est exprimé le shunt physiologique lié au fait que du sang veineux ne passe pas par le secteur alvéolaire, la circulation bronchique, les veines de Tébézius dans le cœur. En situation pathologique, un shunt peut exister soit du fait d'un shunt anatomique, par exemple un foramen ovale patent avec augmentation des pressions dans le cœur droit, soit du fait d'un comblement alvéolaire, œdème alvéolaire par exemple. On peut calculer le pourcentage de sang passant par ce shunt, ce qui nécessite un prélèvement de sang veineux mêlé par une sonde de Swan-Ganz. Lors d'une exploration fonctionnelle respiratoire, on peut affirmer le shunt par la réalisation d'une épreuve d'hyperoxie. On fait respirer de l'oxygène pur au patient pendant 15 minutes et on fait un gaz du sang. En cas de shunt vrai, ce territoire restera non ventilé, ainsi le sang veineux additionné au sang passant par les territoires alvéolaires fera chuter de façon importante la concentration résultante. Dans un poumon parfaitement homogène, on peut calculer que la P grand A O2 devrait être d'environ 660 mm de mercure. Si la pression mesurée est très inférieure, en pratique inférieure à 500 ou 550 mm de mercure, on pourra dire qu'il existe un shunt vrai. Un dernier aspect nécessaire au réanimateur est la connaissance de l'effet de la pression partielle veineuse en oxygène. Dans un poumon normal, quelle que soit cette pression veineuse, par exemple elle diminue de façon très importante à l'exercice, la pression artérielle en oxygène est normale. Toutefois, dans une situation de shunt, on va voir apparaître une dépendance de la P petit a O2 à la pression veineuse PVO2. L'équation du shunt déjà vue a été réécrite sous la forme saturation en oxygène en fonction du shunt et de la saturation veineuse en oxygène. La situation normale dans le diagramme du haut montre que pour un shunt physiologique de l'ordre de 2%, la saturation artérielle en oxygène ne dépend pas de la saturation veineuse en oxygène. En revanche, sur le diagramme du bas, on voit qu'en cas d'augmentation du shunt, la saturation artérielle en oxygène va dépendre de la saturation veineuse en oxygène. Donc, dans cette situation, l'hématose va dépendre de la saturation veineuse en oxygène. Les deux diapositives suivantes vous montrent les déterminants de cette saturation veineuse en oxygène. À VO2 constante, toute diminution de débit cardiaque va entraîner une diminution de la SVO2 et donc une hypoxémie s'il existe un shunt pathologique. Une anémie ou un saignement va lui aussi entraîner une diminution de SVO2 et entraîner une hypoxémie s'il existe un shunt pathologique. Pour finir, nous allons voir comment se fait en théorie le raisonnement face à une hypoxémie
est l'apport du calcul de la différence alvéolo-artérielle pour évaluer la P petit ao2 dans une situation où le niveau de ventilation alvéolaire est anormal, c'est-à-dire en présence d'une hypo ou d'une hypercapnie. Normalement, P grand ao2 et P capillaire en oxygène sont équilibrés. Il n'existe pas de différence ou peu de différence entre P grand ao2 et P petit ao2. Le calcul de la différence alvéolo-artérielle est basé sur le calcul de la P grand ao2 à laquelle on soustrait la P petit ao2 mesurée lors des gaz du sang artériel. Il existe une différence physiologique entre P grand A et P petit ao2 liée aux chantes physiologiques que nous avons déjà vues et liée à une hétérogénéité physiologique des rapports ventilation-perfusion croissante avec l'âge. Ainsi, cette différence est de l'ordre de 2 mm de mercure chez le sujet jeune et sain pour atteindre 30 mm de mercure chez un sujet âgé de 75 ans et sain. Ce qui veut dire que la PaO2 normale est de 98 mm de mercure chez le sujet jeune sain et 70 mm de mercure chez le sujet âgé. Face à une hypoxémie, on peut ainsi raisonner. Si la différence alvéolo-artérielle est normale, c'est que P grand ao2 est diminué. L'équation des gaz alvéolaires nous dit que cette diminution peut être liée à une diminution de FiO2, un test en hypoxie, une diminution de pression atmosphérique, l'altitude, ou encore une augmentation de PaCO2, c'est-à-dire une hypoventilation alvéolaire. L'échangeur respiratoire fonctionne normalement. La deuxième situation est une augmentation de la différence alvéolo-artérielle. La P grand ao2 est donc normale. Il existe donc une altération de l'échangeur respiratoire, trouble de diffusion, hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion ou chant de vrai. Enfin, l'insuffisance respiratoire est définie par l'incapacité du système respiratoire à assurer sa fonction, c'est-à-dire l'hématose. Une diapositive résumant maintenant des choses déjà vues. Dans le poumon normal, il existe une petite différence alvéolo-artérielle liée aux chantes physiologiques et à une hétérogénéité physiologique. Des normes de différence alvéolo-artérielle existent. Dernière diapositive, vous rappelant les normes de PaO2 et de PaCO2. Donc la PaO2 varie d'environ 30 mm de mercure avec l'âge, la PaCO2 étant en revanche maintenue constante entre 35 et 45 mm de mercure.